Comme vous, je déteste les infopreneurs. Ces types de 20 ans qui m'expliquent comment devenir riche en me montrant leurs grosses bagnoles, leur monde de luxe, alors que la seule façon dont ils savent faire de l'argent, c'est en vendant du rêve à ceux qui ont les crocs. Il y a aussi ces pseudo-coachs en séduction qui donnent des conseils éclatés en vidéo pour refourguer leur formation à des hommes trop timides pour appliquer leurs conseils. Surtout que moi, je viens du vrai business. Commercial, puis start-up, puis agence, donc des milieux où on regarde les infopreneurs avec mépris. Et malgré tout ça, moi aussi, aujourd'hui, je vends une formation en ligne. Et oui, je suis passé du côté obscur d'internet. Alors avant de me jeter des pierres, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là parce que j'ai pris quelques claques quand même. D'ailleurs, je suis toujours pas un grand fan de cette industrie, mais j'ai compris des choses très intéressantes. Je vous raconte tout ça et au pire, vous pourrez toujours m'insulter à la fin. Et oh, je vous rassure, j'ai pas du tout de formation à vous vendre pour devenir infopreneur. Déjà, dites-vous que moi, à la base, même le marketing, c'est du vent. Je viens d'une famille où ça vend à l'ancienne. Mon grand-père, il était représentant commercial, mon oncle, il avait une boîte dans le BTP et mon père était directeur commercial. Du bon gros commercial de terrain, quoi. Donc j'ai baigné dans l'idée que le vrai business, c'est au contact des gens dans le monde réel. Du coup, dès l'enfance, moi, je vendais des trucs sur les brocantes ou au collège pour faire 3 sous. Et même si ça fait pas rêver les gens, moi, je veux devenir commercial quand je serai grand. Du coup, c'est ce que je fais. École de commerce, master en alternance, j'intègre la startup Use en tant que sales et on explose les ventes. Rapidement, mon ego il est en surchauffe et le loup de Wall Street à côté, il me paraît naze. Là, mon plus gros combat du quotidien, je le mène contre le service marketing. Et oui, vous savez là, ceux qui branlent rien de la journée. Un petit flyer par-ci, une petite presse sur PowerPoint par-là, organiser 2-3 salons dans l'année. Bref, si on en tous des mouches comme ça, la boîte elle serait déjà dans les archives d'Infogreffe au registre des liquidations. Donc heureusement que nous les sales, on est là pour faire tourner toute la société. Mais une décision va tout changer pour moi. Car si j'ai toujours été animé par le commerce et l'envie de vendre, j'ai surtout un plus grand feu en moi, c'est celui d'entreprendre et d'être libre. Donc je décide de tout quitter pour me lancer à mon compte. Et c'est là que je prends une première claque. Quitte à faire le grand saut, je vais pas le faire n'importe comment. Dans la hiérarchie du business, je vise le Saint Graal, le cas d'or de l'entrepreneuriat, celui qui passe dans les journaux, la star ultime, le start-upper avec sa start-up. Mon projet, révolutionner le milieu de la restauration en milieu rural avec le click and collect. Et oui, on est en 2019 et ça n'existe pas encore à la campagne. Je vois déjà les gros titres, le nouveau Uber est né. Dans ma tête, c'est sûr, je vais faire des milliards. En attendant, il faut bien commencer quelque part, alors je fais ce que je sais faire, du commercial pur et dur. J'appelle des restos, je fais du porte-à-porte, bref, le vrai business, donc ça doit marcher, pas vrai? En parallèle, je me dis que je vais quand même poster 2-3 trucs sur LinkedIn. Même si pour moi c'est du marketing, donc c'est du vent. Sauf qu'un matin, je mesure les résultats de mes actions. Et là, la claque que je vous annonçais, en 20 minutes par jour, mes posts LinkedIn, ils me ramènent plus de clients que mes semaines de 20 heures de démarchage. Mais attendez, ça veut dire que je me trompais? En fait, le marketing, ça marche. Sans compter, entre nous, c'est quand même vachement plus agréable de se la raconter sur LinkedIn que d'aller manger des « non, ça m'intéresse pas » à tous les coins de rue. Du coup, je prends une bonne leçon et je mets les bouchées doubles là-dedans. Dans la foulée, un certain virus paralyse le monde en 2020 et le click and collect devient obligatoire. Vu que c'est d'actualité, les médias cherchent des projets d'entrepreneurs qui sauvent la restauration. Et comme je suis visible à mort sur LinkedIn, je passe mon temps à être contacté par des radios, des journaux, la télé, bref, c'est l'explosion de paillettes et de visibilité. Du coup, je me lance carrément dans une levée de fonds. On rencontre du monde, on est rapidement en passe de lever environ 300 000 €. Bref, je suis à 2 doigts de devenir ce que je veux être, l'entrepreneur en couverture de Forbes qui fait sa levée de fonds. Sauf qu'en coulisses, c'est pas la même réalité. La réalité, c'est qu'on fait très peu de marge et que je survis grâce au chômage. J'essaie de me rassurer en me disant que c'est normal, c'est le jeu des startups. On galère pendant quelques années jusqu'à trouver le point de rentabilité et ensuite, ça y est, c'est la folie. Mais au fond de moi, en vrai, je suis pas serein. Et je vais découvrir un concept qui va m'achever. C'est aux États-Unis, plein d'entrepreneurs créent des boîtes immédiatement rentables sans lever un centime. Eux, ils cherchent pas à vendre du rêve à des investisseurs pour gratter de l'argent qui servira finalement qu'à tenir jusqu'à la prochaine levée de fonds. Non, eux, ils sont vraiment dans la création de valeur dès le début de leur aventure. Leur boîte, elle se finance toute seule et ils veulent vraiment gagner de l'argent. Et on appelle cette approche le bootstrapping. Et là, j'ai une illumination. Douloureuse, mais nécessaire. Je me regarde dans la glace et je me dis, Hugues, t'as plus qu'1 an de chômage, tu bosses non-stop, mais ta startup, elle te paie pas. Tu n'aimes pas vraiment la restauration, qu'est-ce que tu fous? À ce moment-là, je me sens piégé, mais un miracle va se produire. Je vous passe les détails qui prendraient des heures, mais en gros, il y a une grosse boîte montpelliéraine qui veut développer son image de marque, faire un coup de com', racheter un portefeuille client. Ils m'ont repéré grâce à LinkedIn et à mes passages dans les médias, et du coup, sorti de nulle part,
ils me contactent pour racheter ma boîte. Autant vous dire que même si le prix proposé n'est pas énorme, je saute sur l'occasion et je vends ma première société. Je sors de cette aventure avec 2 apprentissages majeurs. 1, j'avais tort sur le marketing, et 2, je veux une boîte rentable. Bon, j'ai encore 1 an de chômage et il faut que j'en profite pour monter une boîte qui marche et qui me permette de vivre. J'ai mis mon ego de côté, je brillerai sans doute pas, mais maintenant je vais me concentrer sur gagner de l'argent. Parce que dans le fond, il n'y a que ça de vrai. Là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi et j'ai pas envie de réinventer le monde. Le plus simple pour être rentable immédiatement, c'est de vendre son temps, donc en gros vendre du service. Je le sais parce que j'ai suivi pas mal de bootstrappers, mais aussi parce que sur LinkedIn, je voyais passer des mecs insupportables qui en parlaient. Vous savez, ces mecs qui s'attribuent le succès de leurs clients juste parce qu'ils dépensent leur budget pub. Je parle bien sûr des agences. Alors oui, ils ont des résultats. Mais est-ce que c'est pas parce que le produit ou le service vendu est qualitatif et qu'il fait naturellement la différence? Le succès du business, on le doit qu'à nous, entrepreneurs de génie. Ça, c'est ce que je me disais à l'époque. Mais si je regarde les choses en face, après avoir vendu ma boîte, j'ai pas 36 solutions pour me sortir de là. Je suis devenu un expert LinkedIn malgré moi en 2 ans et on me demande des coachings, je fais des conférences dans des incubateurs et des écoles de commerce et LinkedIn est en train d'exploser. Là, il y a des gars qui sont en train de tout casser grâce à l'acquisition client qui provient uniquement de LinkedIn. Tout le monde peut faire ça, mais personne ne sait le faire et personne n'a vraiment le temps. Tiens, et si je montais une agence de communication spécialisée sur LinkedIn? Let's go, je pars sur ça et j'annonce ça en grande pompe sur LinkedIn. Donc je me mets à vendre en fait des prestations LinkedIn sur LinkedIn. On peut pas faire un meilleur match. La sauce, elle prend direct et en fait elle va tellement prendre que je me retrouve complètement dépassé. En 1 an, on se retrouve avec 10 collaborateurs dans la boîte. La plupart du temps, je le passe à conclure des deals, donc me revoilà enfin dans la peau d'un commercial. J'avais décidé de ne plus briller et alors que je cherchais le moins, je reviens dans la lumière. On fait des gros coups d'éclat sur LinkedIn, comme toutes les premières campagnes d'influence avec Trade Republic et Amazon. Tout LinkedIn se demande qui est derrière ça et j'en profite pour le dire. C'est moi. Effet boule de neige, on a cassé les scores avec les clients et ça en attire encore plus. Sur le papier, tout est rose, on bosse avec les plus belles sociétés françaises, La Poste, Total, Brix et même les plus belles mondiales comme Amazon, Trade Republic, Adobe, etc. La vérité en vrai, un peu différente. Alors oui, je gagne de l'argent, d'ailleurs j'en ai jamais gagné autant. Oui, mon ego est flatté, mais je bosse toujours 6 jours sur 7, de 7h à 20h. Je ne fais rien d'autre que ça. Je suis un fou de sport et j'en fais plus depuis des lustres. Je mange que de la merde que je commande midi et soir. Mon couple en vrai, il va guère mieux parce que je suis jamais là. Et en vérité, je commence à sentir l'usure. Ça, c'est sur le côté perso. Mais le constat sur le côté pro, il est pas mieux. Je suis un piètre manager, pour pas dire catastrophique. Je suis pas meilleur recruteur. J'arrive pas à déléguer efficacement, à mettre les bons process en place. Donc rapidement, et en moins de 2 ans, j'atteins un plafond de verre. On est sur un business d'humain et le seul moyen de se développer, c'est de recruter. Car dans une agence, on échange notre temps contre de l'argent. Donc quand tu es au maximum de ce que tu peux donner, tu peux plus te développer. Faute de bien déléguer, je continue d'absorber la pression en personne et je colmate les fuites. J'écris des posts pour mes clients le week-end dans la nuit, je délivre des prestats graphiques parce que mon freelance m'a planté, je fais du montage vidéo parce que mon gars est malade, etc. Et la vérité, c'est qu'en agence, tes clients, ils sont jamais satisfaits ou alors jamais reconnaissants. Donc le discours, quand ça va bien, c'est « je paie », donc encore heureux, et quand ça va mal, on remet toujours la faute sur les agences. Tiens, j'ai déjà entendu ce discours. Ça pique parce que je me donne vraiment à fond pour ma boîte et pour délivrer un service à la hauteur de notre standing. J'ai percé sur LinkedIn et en fait tous les clients, ils veulent la même chose tout de suite en claquant des doigts. Pour délivrer ça, j'y troque ma liberté, mon agence me la vole et je suis finalement rien d'autre qu'un esclave de sa propre société. À côté de ça, je vois une vague d'infopreneurs qui parlent de leur vie sur la plage, les Lambo, les yachts. La fast life, comme on l'appelle. Du coup, exit la bataille contre le marketing, exit la bataille contre les agences. Je rentre dans une bataille mentale contre les infopreneurs, mais intérieurement. Ça brasse de l'air, 95% vendent de la merde et n'ont jamais rien fait avant de ça et tout est fake dans leur monde. J'ai un nouveau cheval de bataille et en vrai, ça me fait du bien. Je suis dans une prison dorée. Je suis au service jour et nuit de mes clients qui n'ont pas de reconnaissance, mais je me dis que finalement je suis dans le droit chemin parce que je suis un bosseur. Le temps passe, je m'accroche et je me dis qu'il n'y a pas le choix et que finalement aucun travail n'est 100% fun. Mais un nouvel élément va m'achever de me frustrer. Un nouveau concurrent arrive sur le marché, il grossit vite, très vite et en quelques mois arrive à revenir à niveau. Aujourd'hui, tout LinkedIn le connaît, il s'appelle Théo Lyon et il a monté un groupe d'agences à plus de 4 millions par an. Là je me rends compte que la barrière à l'entrée, elle est très faible et n'importe qui peut proposer ce qu'on fait. Pas directement avec le même niveau d'expertise tout de même, mais tout peut s'apprendre. Clairement, je vois mes limites. Oui, j'ai enfin réussi à faire un truc à force d'entreprendre depuis que je suis ado, mais
non, je maîtrise pas tout et je peux clairement pas tout faire. Là, j'aimerais pouvoir me former au management, au recrutement, à la création d'une organisation interne et ses process, mais j'ai absolument pas le temps. En vrai, je commence même à me trouver des excuses, mais j'ai l'impression que d'être en province à Montpellier, ça me fait perdre des deals contre les agences parisiennes. D'ailleurs, au passage, vous me direz ce que vous en pensez sur ça. Est-ce qu'il faut forcément être à Paris quand on est dans le service ? Ou sinon c'est forcément un frein. Perso, je pense que oui, à partir du moment où on veut vraiment grossir et aller chercher des gros groupes, il faut se mettre en région parisienne. Pour en revenir à ce concurrent, il est donc en train de me faire mal, mais je peux pas m'empêcher d'être impressionné par la qualité de ses process et la façon dont il délivre le service attendu. C'est huilé, tout tourne comme de l'horlogerie suisse. Donc curieux, je demande à Théo qu'on puisse faire une visio. Croyez-le ou non, concurrent ou pas, on s'échange quelques bonnes pratiques et quelques zones de difficulté. J'en ai, mais évidemment, ils en ont aussi. Puis quelques temps après, une nouvelle visio, les gars en face m'expliquent qu'ils veulent étendre leur offre. Ils ont commencé à créer des nouvelles divisions dans l'agence pour aller chercher des nouveaux marchés, mais ils commencent aussi à racheter des boîtes. Traduction, une nouvelle porte de sortie est peut-être possible et je peux peut-être revendre la boîte. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ça me fait longuement réfléchir. Certes, je suis pas épanoui, mais j'ai quand même une boîte rentable, voire très rentable, et je sais à quel point c'est dur de créer une boîte qui fonctionne et qui tourne. Donc vendre, oui, pourquoi pas, mais pourquoi faire ensuite ? Refaire la même chose ? Ça a vraiment pas de sens. Là, j'avais à peine le temps de pisser, donc absolument pas le temps de penser à qu'est-ce que je pourrais faire à côté. Mais si je fais plus ça, alors j'ai tout mon temps pour faire autre chose. L'idée, elle fait son chemin. À côté, j'ai mes réseaux sociaux qui ne font que grossir parce que je documente tout mon parcours entrepreneurial et je commence petit à petit à avoir une communauté et à monétiser. J'y vois donc l'opportunité de les développer à fond et surtout de souffler. Au final, je me dis que c'est une très belle porte de sortie et j'accepte. La vente se fait, j'opère pendant 6 mois la transition du portefeuille client existant et la formation des équipes aux techniques d'influence que nous étions en fait les seuls à maîtriser sur LinkedIn à cette époque. Et puis un matin, je me réveille, enfin libre. Pour la première fois de ma vie, je me sens zen. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, j'ai pas de deadline à tenir, j'ai rien à faire. Mais la sensation en fait de zénitude, elle va vite disparaître. C'est très particulier à expliquer, mais quand on produit plus de valeur, on a une sensation de s'appauvrir. Même si l'argent n'est pas un problème, mentalement, on a vraiment une sensation de taper dans les réserves et c'est très inconfortable. Alors attention, j'ai pas braqué la banque non plus. Mais j'ai lu plusieurs récits d'entrepreneurs qui sont devenus multimillionnaires, voire milliardaires après des ventes de sociétés. Ils avaient exactement la même sensation malgré leurs ressources qui sont infinies. Donc mentalement, ça me travaille et il faut rapidement que je me remette en selle. Mais cette fois-ci, j'ai le luxe d'avoir le temps et de choisir ce que je peux faire. Je prends donc le temps de lire des bouquins business, de regarder des vidéos sur YouTube, d'écouter des podcasts, etc. Et après quelques temps comme ça, je me prends de curiosité pour un modèle business plein de promesses. Le solopreneuriat. Entreprendre seul, sans équipe, sans contraintes horaires, sans contraintes géographiques et monétiser ses compétences. De ma fenêtre, j'ai l'impression d'entrevoir le paradis. Une vie où je peux continuer à entreprendre, faire du sport, voyager, profiter du temps qu'offre une journée. En fait, c'était une approche que j'avais déjà vue lorsque j'avais mon agence, mais j'avais pas vraiment eu le temps de creuser. Et puis de loin, ça ressemblait quand même un peu aux infopreneurs, donc je m'en étais désintéressé. Mais au final, ce que semble offrir ce modèle correspond parfaitement à ce que je cherche, donc je me plonge dans ces possibilités. Plusieurs solutions s'offrent à moi. Créer un SaaS, donc un logiciel avec abonnement, ça tourne tout seul, ça encaisse et ça crée du récurrent. Ultra intéressant, mais en vrai, j'ai pas du tout ces compétences-là et j'ai clairement pas envie de repartir sur un modèle startup, m'associer, lever des fonds, etc. Ensuite, je vois beaucoup de solopreneurs qui ont des sites web, qui font du SEO, vivent de la pub et de l'affiliation. Super excitant, mais j'ai zéro compétence dans ce domaine. Alors oui, ça peut peut-être s'apprendre, mais en vrai, j'en ai pas trop envie. Là, ce que j'ai envie, c'est vraiment un business qui peut venir s'intégrer à ce que je fais déjà, à savoir créer du contenu pour développer mes communautés sur les réseaux. Donc je continue à chercher. Quelques semaines passent et en vrai, il n'y a rien qui émerge en moi pour l'instant. Je me contente de créer du contenu et de commencer à accompagner stratégiquement quelques grands groupes pour de l'acquisition digitale. J'ai de la chance, j'ai mon carnet qui est bien rempli de contacts de grands groupes et il y a certains en fait qui veulent me prendre en prestation juste de conseils sur des missions très précises. Puis un matin, je me prends une claque, une nouvelle. Je fais un constat simple, il y a des grands groupes qui me paient pour certaines compétences que j'ai acquises. Sur les réseaux, il y a des gens qui me suivent pour des compétences que j'ai acquises. Les gens paient ces compétences ou donnent de leur temps pour en grappiller un peu. Donc il y a un marché pour ce que je sais. Maintenant, comment je peux faire pour faire ça, mais en masse, tout en décorrélant mon temps de l'argent que ça peut générer? Vous le voyez venir, le constat fatidique, la formation en ligne. C'est presque un gros mot qui sort de ma bouche. Je me dis clairement impossible. J'ai mis des années à bâtir une image. J'ai fait des vrais business. J'ai connu un tout petit succès, mais succès quand même, et j'ai une certaine reconnaissance pour ça,
Donc je vais pas m'abaisser à devenir vendeur de formation. Là, je suis face à un vrai combat intérieur. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose que solopreneur en ce moment? Non. Parce que je m'épanouis enfin et je veux garder cette liberté. Est-ce que je ne peux rien faire? Possible, mais je ressens un manque et je m'ennuie quand même. Est-ce que j'ai une alternative qui colle avec mes compétences et mes atouts du moment autre que la formation en ligne? J'en vois aucune qui m'intéresse. Donc l'idée fait son chemin. Le temps passe, je creuse sur ce secteur et je me rends compte que si ce milieu est mal vu, c'est qu'il est opaque et qu'on voit surtout des jeunes de 20 ans encaisser des millions en vendant du vent et possiblement en arnaquant des gens. Mais au final, ça représente pas tous les acteurs présents. On voit toujours les mêmes, mais il existe une autre voie pour faire ça bien et je découvre d'autres personnes qui ne font pas que de la merde. Et d'ailleurs, dans le fond, si on prend du recul, la formation en ligne, quand c'est bien fait, y a quoi de mal à ça? Bah, rien. Du coup, je commence à me dire que je pourrais le faire, mais j'assume pas encore. Du coup, je cherche d'autres termes, coach en ligne, consultant digital, professeur indépendant sur le net. Bref, que des conneries, il faut que je l'accepte. Si je me lance, je vais être vendeur de formation alias infopreneur. Et qu'on le veuille ou non, je vais être rangé et positionné dans la même catégorie que tous les guignols de Dubaï et que tous les autres d'ailleurs. S'il y en a un qui fait une connerie, par effet de capillarité, ça va tâcher le secteur et forcément écorner mon image. Donc après mûre réflexion, je décide d'y aller. Ok, je vais le faire, mais pas n'importe comment. Je vais pas trahir mes principes et renier tout ce que j'ai toujours fait. Je découvre un nouveau monde qui m'attire pas. Donc je vais en profiter pour tout documenter. Chaque étape, chaque décision, tous les chiffres que je vais faire. Je vais vraiment essayer de ramener de la transparence dans ce secteur et essayer de ramener un peu de confiance dans les formateurs en ligne. J'accepte clairement de devenir ce que je déteste, mais en me trouvant du réconfort mental et en me disant que je ferai pas comme les autres. Alors vous allez me dire que chaque formateur doit penser ça et pourtant il y a des tocards. J'en suis parfaitement conscient et c'est le risque à prendre d'aller dans ce secteur. Devenir un tocard aux yeux du plus grand nombre. Je l'accepte et je me dis que tout ce que j'ai toujours dénigré, ça m'a finalement permis d'aller toujours un peu plus loin. J'ai envie de retenir la leçon et de creuser ce nouveau secteur. Pour vous la faire rapide sur la suite, au final, je me suis lancé. J'ai tout documenté sur LinkedIn. J'ai fait plus de 1 200 000 € de chiffre. Le tout sans arnaquer personne, sans aucune réclamation client, avec une note de satisfaction de plus de 4,5 sur 5 sur plus de 2500 personnes que j'ai formées. J'ai aussi découvert un milieu passionnant pour un marketeur avec une multitude de choses à tester, à créer, à développer. Pour autant, est-ce que je me sens comblé? Pas forcément. Je pense pas encore avoir trouvé le business parfait de mon côté. En revanche, j'ai trouvé un alignement avec ce que je cherchais, du temps libre sans sacrifier les rentrées d'argent. Est-ce que je ferai ça toute ma vie? Certainement pas. Maintenant, j'ai accepté de me définir intérieurement comme un entrepreneur, c'est-à-dire entreprendre au sens large, prendre des idées, les lancer, les tester, les faire grossir, échouer, réussir, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment le chemin et les compétences apprises en route qui finissent toujours par s'aligner pour arriver à créer quelque chose qui marche. Le comble, c'est ce qui m'a le plus réussi dans ma vie, ça a toujours été des choses que je détestais quelques temps auparavant. Et ma chance finalement, c'est que je suis tombé dedans sans m'en rendre compte et sans le vouloir au début, parce que si j'avais dû le faire consciemment, je l'aurais pas fait et je serais sans doute encore en CDI aujourd'hui en train de vivre mon premier rêve qui était d'être un bon commercial. Ça aurait pu être très cool, mais bordel, qu'est-ce que je suis content d'avoir fait différemment. Mais la vraie question à cette vidéo, c'est pas moi, car vous avez le droit de m'insulter ou de me lancer des pierres pour être devenu un infopreneur. Et franchement, je l'assume. Non, la vraie question, c'est, et vous, qu'est-ce que vous n'avez jamais lancé par snobisme ou par mépris? Parce que vous jugez avant d'avoir essayé. Alors qu'au fond, nos critiques sont plus des envies inavouées, une certaine forme de jalousie finalement. Et notre mépris vient conforter l'impression d'aller dans la bonne direction, alors que pas forcément. Nos jugements finalement, ils nous referment des portes et nous étriquent dans une seule voie. Alors dis-moi en commentaire ce que tu as toujours voulu lancer ou faire, mais que tu n'as jamais fait faute du mépris, la peur d'être mal vu, à des préjugés. C'est tout pour moi, et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus!